La ville de Rochester, située dans le Michigan, pourrait être un lieu de vie parfait pour tous les amoureux de la nature. Bordée de bois, nichée entre trois grands lacs artificiels, elle a l'avantage de se situer juste à côté de la frontière canadienne, ce qui permet de pouvoir profiter des espaces sauvages de l'Amérique du Nord pour une excursion improvisée. Ça, c'est dans le cas où la vie est belle et que l'on peut bénéficier d'un certain bonheur. Mais dans l'histoire que je vais vous raconter, tout est horrible, du début à la fin. Bon alors, qui va encore offrir un livre pour Noël à ses proches? Je plaide coupable parce qu'il a dû m'arriver plusieurs fois d'acheter un livre de cuisine comme cadeau, et on va pas se mentir, la plupart du temps c'est la faute à notre imagination. Franchement, de vous à moi, qui n'a jamais passé 2 heures perdu dans la foule d'un magasin avec le chauffage à fond un 23 décembre pour chiner un bouquin à peu près potable, et pour qu'au final il ne soit jamais ouvert? D'ailleurs tiens, dites-moi en commentaire quel est le pire cadeau que vous avez déjà offert. Je suis vraiment curieux là. Mais cette fois-ci, ça ne va pas vous arriver. Non, à la place, vous allez émerveiller tout le monde avec une magnifique montre, un sac, des lunettes de soleil ou des bijoux. Pourquoi vous allez faire ça? Eh bien parce qu'avec Holzkern, il y a de belles réductions qui arrivent et si vous achetez un article, le deuxième est à moins 50%. Mais attention, c'est exceptionnel et surtout temporaire. C'est donc le moment de vous offrir l'une des magnifiques montres de la collection Holzkern qui a un choix extrêmement large avec plus de 1000 designs. Bracelets en bois, en métal ou en cuir, il y en a pour tous les goûts. Vous trouverez aussi des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles ou des sacs. Il y a forcément un objet qui vous plaira à vous ou vos proches. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez le payer moins cher grâce à cette promotion. Ce qui est génial avec Holzkern, c'est que les montres ainsi que les accessoires sont très abordables. Il y en a pour tous les budgets. D'ailleurs, moi j'ai déjà fait mes choix comme vous pouvez le voir. Alors, pour préparer vos cadeaux de Noël pour moins cher ou pour vous faire plaisir, cliquez sur le lien en description de cette vidéo ou en commentaire épinglé pour bénéficier de moins 50% sur votre deuxième article Holzkern et croyez-moi ça vaut le coup, les produits sont très beaux. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le 3 juin 1954 plus précisément, c'est dans cette ville, en pleine expansion, que Diane Lee Pratt, âgée d'à peine 14 ans, décide de se marier en cachette à Leo Arthur Pittman, un adulte de 18 ans qui a passé la majeure partie de sa vie à enchaîner les allers-retours en prison. Dans ce cadre, qui a de quoi révolter tout esprit normal et rationnel, le couple Pittman accueille tout de même son premier enfant en 1955, Kiss. La conscience du bébé n'est à ce stade qu'à peine éveillée. À ses yeux, ses parents sont parfaits et incarnent toute la stabilité et la sécurité dont il aura besoin pour s'épanouir d'une manière sereine. Malheureusement, le foyer est à l'exact opposé de cette image. Diane et Léo se montrent violents, dépassés et irresponsables. Ils se disputent beaucoup et ne subviennent pas aux besoins de leurs enfants, même essentiels, les privant de nourriture pour aller s'acheter de la drogue et de l'alcool. Et en même temps, à quoi s'attendre d'une mère qui n'est encore qu'une adolescente, livrée à elle-même, et d'un père qui est un criminel récidiviste? Malgré ce contexte délétère, Diane tombe une nouvelle fois enceinte un an plus tard. Les relations conjugales n'ont fait que se dégrader avec le temps, et cette seconde grossesse est loin d'apaiser les tensions entre les jeunes époux. À tel point qu'avant même de donner naissance à leur deuxième enfant, Diane décide de se séparer de son mari. C'est d'ailleurs à ce moment que la justice le rattrape une nouvelle fois. Le père de famille s'est rendu coupable d'un crime ignoble, en violant et tentant de tuer une fillette de 7 ans. Condamné à une longue peine de prison ferme, il ne verra jamais son deuxième enfant, choisissant lâchement de mettre fin à ses jours en se pendant dans sa cellule à l'aide de ses draps. Tristement, c'est ainsi que débute la vie de la petite Suzanne Carol Pittman, qui pointe le bout de son nez le 29 février 1956. La mère de Carol et Kiss se retrouve complètement seule. Encore adolescente, elle a à présent la charge de 2 enfants en bas âge qu'elle doit nourrir, habiller et éduquer. Mais Diane ne voyait pas le rôle de mère de cette façon. Ne supportant pas la responsabilité qui lui incombe tout à coup, elle prend la rude décision d'abandonner ses enfants au moment où ils sont en pleine construction émotionnelle. Elle fuit suffisamment loin d'eux pour refaire sa vie dans l'état du Texas. Heureusement, les bambins ne sont pas complètement laissés livrer à eux-mêmes, puisque les grands-parents maternels, Laurie et Britta Wournos, les prennent sous leur toit à Troy, une petite ville située à une dizaine de minutes de route de Rochester. Bien qu'elle ait quitté le domicile pour se marier avec Léo 2 ans plus tôt,
Diane n'était pas enfant unique, elle avait des frères et sœurs qui sont encore jeunes eux aussi. Même s'il y a une différence d'âge entre les enfants Wuornos et ceux de Diane, Laurie et Britta prennent le parti d'inventer une histoire et de les faire passer pour leurs propres enfants. Ils craignent très certainement les commérages, qui pourraient ternir la réputation de leur famille si tout le monde apprenait qu'une de leurs filles mineures est déjà mère par 2 fois. En mars 1960, lorsqu'elle est officiellement adoptée par ses grands-parents avec son frère Keith, Suzanne est renommée Aileen. C'est une petite fille déboussolée et sans repère, âgée de seulement 4 ans. Et si on aimerait croire que son frère et elle sont enfin à l'abri et en sécurité dans une famille aimante, en réalité, c'est l'enfer qui commence. Laurie et Britta Wuornos sont tous deux portés sur la bouteille. Mais Britta est une femme discrète et soumise qui ne sait simplement pas comment montrer son affection à Keith et Aileen. Laurie, par contre, est un ivrogne connu dans le voisinage pour être quelqu'un de violent et colérique qui ne laisse rien passer. Il bat régulièrement Keith et Aileen à l'aide de branches ou avec sa ceinture en cuir et agresse sexuellement Aileen de nombreuses fois. Il estime que c'est la faute d'Aileen si sa fille, Diane, a gâché sa vie, et il n'hésite pas à le lui hurler aux oreilles en lui reprochant d'être venue au monde et d'exister. À l'école, Aileen collectionne les mauvaises notes et les comportements turbulents, voire même dangereux, comme lorsqu'elle met le feu au papier toilette de l'établissement en provoquant une panique générale. Mais bien que les voisins et le corps enseignant se doutent que les enfants soient maltraités, aucun ne tente de leur venir en aide. Aux coups et aux agressions répétées, il faut aussi ajouter la précarité dans laquelle vit la famille. Les Wuornos sont pauvres, vivent au jour le jour, et très vite, Aileen et Keith doivent apprendre à se débrouiller seuls s'ils veulent avoir le nécessaire pour vivre. Mais le frère et la sœur se soutiennent, font front commun. Après un début de vie aussi chaotique, leur relation ne peut être que fusionnelle. Ils ont dû très tôt se serrer les coudes pour tenir bon et trouver du réconfort chez l'un et l'autre. Bien sûr, ils ne sont encore que des enfants, et il leur arrive de se disputer, ce qu'il n'est pas rare de voir au sein d'une fratrie. Seulement, leur rapprochement dépasse les limites de l'affection fraternelle, et vers l'âge de 10 ans, Aileen et Keith franchissent la ligne rouge. Leurs rapports incestueux vont se poursuivre quelque temps dans le plus grand des secrets, alors qu'ils ne sont que des enfants. À cet âge-là, difficile de déterminer ce qui a pu les pousser à dépasser les limites du cadre familial, qui est naturellement présent chez la plupart d'entre nous. Mais les abus, les dérèglements et la perversion sexuelle qui a baigné Keith et Aileen depuis le jour de leur naissance n'y est certainement pas pour rien. Aileen vient de mettre un pied dans un terrible engrenage. Tragiquement, à seulement 11 ans, elle comprend qu'elle peut obtenir ce dont elle a besoin en échange de faveurs sexuelles. C'est ainsi qu'elle commence à se faire connaître des garçons du quartier qu'il appelle Cigarette Pig, traduisé par la cochonne à la cigarette, car Aileen couche avec beaucoup d'entre eux pour se procurer des cigarettes, de l'argent, de la drogue ou de l'alcool. Instable, en souffrance, elle grandit en nourrissant une colère de plus en plus féroce au fond d'elle. Aileen n'a pas une enfance normale, elle commence à s'en rendre compte, et lorsque Laurie et Britta lui révèlent qu'ils ne sont pas ses parents mais ses grands-parents, cette colère la pousse à se rebeller contre eux, bien qu'elle adore sa grand-mère qui, malgré ses timides marques d'affection, est la seule à ne jamais l'avoir frappée ou abandonnée. À 14 ans, le bilan est déjà extrêmement lourd pour Aileen. Colérique, elle a souvent des accès de violence qui repoussent tous les éventuels amis qu'elle aurait pu se faire. Elle fugue régulièrement, vole dans les magasins, boit beaucoup et se drogue avec des pilules de LSD et de l'acide, tout en faisant de réguliers allers-retours en centre d'éducation surveillé. Du côté de Keith, ce n'est pas mieux. Le jeune homme est devenu accro à l'héroïne et survit grâce à des petits cambriolages. L'un des amis de Laurie, le grand-père d'Aileen, est un homme d'une 60aine d'années qui a l'habitude de proposer aux jeunes du quartier de venir faire la fête chez lui pour leur donner des substances et de la bière. Aileen s'y rend aussi pour profiter d'un peu de tabac et d'alcool gratuit. Mais un jour, lorsque tout le monde part, l'homme lui demande de rester. Aileen accepte, puisque de toute façon, elle préfère largement être ici que de rentrer chez ses grands-parents. L'homme lui propose un nouveau verre, mais l'alcool n'a pas le même effet que d'habitude. La drogue présente à l'intérieur du verre commence rapidement à faire effet, et le voisin abuse d'elle en toute impunité. Malheureusement, ce nouveau viol ne sera pas sans de lourdes conséquences pour Aileen, qui tombe enceinte de son agresseur. Elle a 14 ans, exactement le même âge qu'avait sa mère lorsqu'elle a découvert, elle aussi, sa première grossesse.
Pour les grands-parents d'Aileen, la nouvelle de cette grossesse est plus que dure à accepter. Pour eux, c'est l'histoire de leur fille qui se répète comme dans un cauchemar. Et la honte atteint à nouveau la famille Wuornos. D'autant que tout le monde pense qu'au lieu d'être le fruit d'un viol, cet enfant à naître est le résultat de la relation incestueuse qu'Aileen entretient avec son frère. C'est intolérable pour le couple Wuornos qui, furieux, refuse catégoriquement de croire à cette histoire d'agression, préférant envoyer Aileen loin de chez eux le temps que le bébé vienne au monde. Elle est ainsi envoyée dans une maison pour mères célibataires de Détroit, sans que ses grands-parents, Laurie et Britta, ne viennent lui rendre visite une seule fois pendant tout le temps de sa grossesse. Ces épreuves consécutives et ces traitements inhumains marquent considérablement le corps et l'esprit de l'adolescente, qui devient une véritable bombe à retardement. À la maison pour mère célibataire, Aileen se montre encore plus colérique et hostile qu'avant, incapable de s'entendre avec les autres mères et l'équipe soignante. Pourtant, la nature suit son cours, et le 15 mars 1971, à l'année de ses 15 ans, Aileen donne naissance à un petit garçon qu'elle n'a même pas le temps de voir. L'enfant est immédiatement adopté. Aileen passe ensuite quelques mois dans un centre de détention pour adolescentes et rentre enfin chez elle. Et la jeune fille refuse de se retrouver de nouveau aux mains de son bourreau, un grand-père qui la bat et abuse d'elle quotidiennement. C'est pourquoi, aussitôt arrivée chez elle, les fugues reprennent. Elle tente par tous les moyens de fuir l'enfer de cette maison, mais sans nulle part où dormir et avec le peu d'argent qu'elle arrive à se procurer grâce à la prostitution, elle est à chaque fois contrainte de revenir. Jusqu'au jour où Britta décède subitement d'une cirrhose du foie. Elle vient de perdre sa grand-mère, et le coup est bien plus dur à encaisser que ce qu'elle pensait. Britta était peut-être avare de sentiments, peu encline aux démonstrations d'affection, mais Aileen ne se sentait pas menacée avec elle. Aileen n'a jamais connu ce sentiment d'amour avec personne d'autre, et surtout pas avec son grand-père qui, aussitôt l'enterrement terminé, s'empresse de signifier à ses petits-enfants qu'ils ne sont plus les bienvenus dans cette maison. Les deux adolescents sont jetés à la porte sans autre forme de procès, du jour au lendemain, sans aucun moyen de subsistance. À présent, ils ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes pour survivre. Kiss, le grand frère d'Aileen, a l'opportunité d'aller vivre chez des amis habitant le quartier, ce qui n'est malheureusement pas le cas d'Aileen. La jeune fille abandonne l'école et dort dans les bois en s'abritant comme elle peut du froid et de la pluie. Pour récolter quelques pièces et s'acheter des denrées de première nécessité, elle ne voit pas ce qu'elle pourrait faire d'autre que ce qu'elle a toujours fait, monnayer son corps pour subvenir à ses besoins et, dès qu'elle le peut, payer de la drogue à son frère accro aux substances. Mais Kiss décide de se reprendre en main en s'engageant dans l'armée. Et une nouvelle fois, Aileen se sent abandonnée, se retrouvant dès lors complètement seule. Puisque plus rien ne la retient dans le Michigan, elle décide donc de partir tenter sa chance ailleurs. Et qui sait, peut-être tomber sur une personne qui l'aimera de tout son cœur et avec qui elle aura la chance d'avoir un jour son propre foyer, celui dont elle a toujours rêvé. Pendant de longues années, la vie de la jeune fille se résumera à faire de l'autostop, en errant au hasard sur les routes menant vers l'ouest, et à se prostituer pour boire et se droguer. Sur le parcours la menant à l'État de Floride, Aileen commet quelques délits et sera arrêtée plusieurs fois par la police pour des faits de troubles sur la voie publique, de vol, et plus grave, conduite en état d'ivresse et tir au pistolet à bord d'un véhicule en mouvement. Ça peut paraître surprenant, mais c'est interdit aux États-Unis. Elle ne se présente pas au tribunal et est simplement condamnée par défaut pour ses premiers délits, mais se retrouvera tout de même quelque temps derrière les barreaux en ce qui concerne le dernier. Quelques mois plus tard, des nouvelles du Michigan lui parviennent, et elles ébranlent la jeune femme. Premièrement, Aileen apprend que son grand-père, Laurie, s'est donné la mort. Bon, en réalité, ça, elle n'est pas triste. Surtout, son frère adoré, Kiss, est lui aussi décédé d'un cancer de l'œsophage. Mais il ne laisse pas Aileen complètement démunie. Il avait réussi à mettre 10 000 $ de côté pour elle avant de mourir, et lui lègue tout son héritage. Une aubaine pour la jeune femme, malgré cette affreuse nouvelle, puisque cet argent providentiel, dernier cadeau de ce frère qu'elle aimait tant, pourrait lui permettre de voir le bout du tunnel si elle l'utilise avec sagesse. Seulement l'argent lui brûle les mains. Une aussi grosse somme tombée du ciel pour quelqu'un qui connaît les pires difficultés peut rapidement faire tourner la tête. Conséquence de mauvaises décisions, Aileen, qui entrevoit la possibilité d'acheter autant de drogue qu'elle souhaite, dilapide l'argent de son frère en 2 mois à peine.
Mais à l'aube de ses 18 ans, la roue semble enfin tourner pour elle lorsque, arrivée en Floride, elle rencontre Lewis Gratfell, qui la prend en autostop. L'homme, président d'un yacht club et jouissant d'une bonne situation, est loin d'être tout jeune puisqu'il a alors 69 ans. Mais cela n'empêche pas Aileen de devenir officiellement sa femme la même année. Peut-être cette union a-t-elle été motivée par la promesse d'une vie financièrement stable qui signerait la fin du vagabondage et de la prostitution pour elle. Le bon pigeon. Cependant, et malgré ce relatif apaisement, la jeune femme ne parvient toujours pas à maîtriser son tempérament violent et colérique. Ainsi, elle est arrêtée par la police pour avoir lancé une boule de billard dans la tête d'un barman. Aïe. Et se retrouve aussi accusée par Lewis, son mari, de l'avoir frappée avec sa propre canne lorsqu'il lui a refusé une certaine somme d'argent. Le couple ne tient pas et s'effondre aussi vite qu'il avait été formé. 9 semaines après avoir échangé leurs alliances, le mariage est annulé. Lewis obtient même une ordonnance d'éloignement à l'encontre d'Aileen. C'est vrai que les coups de canne, ça ne doit pas être forcément très agréable, quoique pour certains ça doit dépendre du contexte. Aileen reprend donc sa vie d'avant, seule. S'enchaînent alors de nouveaux délits. Dépôt de chèques contrefaits, vol, attaque à main armée. Elle se retrouve de nombreuses fois au poste de police. Et l'une de ces fois-ci, justement, elle sera accusée par l'un de ses clients de l'avoir braqué dans sa voiture avec une arme à feu, lui réclamant 200 $. Cette anecdote, consignée dans les documents de la police, deviendra quelques années plus tard le mode opératoire d'Aileen, que l'on surnommera la demoiselle de la mort. Nous sommes en 1985, Aileen a 29 ans. Ses traits sont tirés, marqués par la drogue et les abus en tout genre. Les carences et la fatigue de son quotidien de prostituée aussi. Entre deux passes, elle s'est mise à fréquenter les bars lesbiens pour fuir la compagnie des hommes qui la répugnent et envers qui elle voue une haine farouche. C'est dans l'un de ces bars qu'Aileen rencontre pour la première fois Thierry Amour, âgé de 24 ans, employé en tant que femme de ménage. Pour ces deux personnes, c'est comme une révélation. Elles discutent, passent du bon temps ensemble, et les atomes crochus ne tardent pas à devenir évidents. Le coup de foudre est foudroyant, c'est indéniable. Aileen est amoureuse. C'est la première fois que cela lui arrive. Elle a trouvé sa partenaire pour la vie, celle qui ne la laissera jamais tomber, celle pour qui elle sera prête à tout. Dès lors, les jeunes femmes deviennent inséparables. Tyria abandonne même son emploi de femme de chambre et accepte qu'Aileen les fasse vivre grâce à la prostitution. Mais avec ses maigres revenus, elle peine à s'en sortir, enchaînant les nuits entre hôtels miteux, forêts, chambres chez une vague connaissance. Seulement Aileen est enfin heureuse, et pour rien au monde, elle ne voudrait perdre ce bonheur qu'elle goûte pour la toute première fois. Bien sûr, certains jours sont plus durs que d'autres, mais elle n'est plus seule et elle se dit que c'est tout ce qui compte. Sauf que pendant les 4 années qui suivent, les deux amantes sont régulièrement arrêtées par la police pour des faits de violence dans des bars, sur des conducteurs de bus. Aileen, plus agressive que jamais, provoque les confrontations et multiplie les méfaits en accusant systématiquement les hommes à qui elle s'en prend de l'avoir agressée. Elle invoque d'ailleurs cette raison pour s'équiper d'un pistolet qu'elle cache au fond de son sac et qu'elle ne quitte désormais plus. À l'automne 1989, l'alchimie du couple commence à se dégrader. On a beau se démener et faire tous les efforts possibles pour plaire à son partenaire, quand l'argent vient à manquer, une certaine tension commence à s'installer. Le stress induit par cette situation, la peur de ne pas avoir de quoi se payer à manger ou un endroit sûr dans lequel passer la nuit, font partie des choses qui peuvent indubitablement mettre un couple en péril, aussi soudé soit-il. Aileen le sait, elle ne supporterait pas de perdre Tyria. La pression qui pèse sur ses épaules devient constante, alors que sa beauté s'est déjà fanée, ce qui ne lui permet plus d'attirer autant de clients qu'auparavant. Nous sommes le 30 novembre 1985, sur une route de Tampa en Floride, elle attend son premier client comme toutes les nuits. Après un long moment, une voiture phare allumé ralentit à son niveau. L'homme au volant du véhicule s'appelle Richard Mallory. C'est un réparateur en électronique de 51 ans de Clearwater qui souhaite passer du bon temps avec une femme. L'homme s'arrête et Aileen approche du véhicule dont la fenêtre est baissée. Ce manège n'est pour elle qu'une triste habitude. Elle a besoin de gagner de l'argent rapidement pour subvenir à ses besoins, ainsi qu'à ceux de sa compagne, et ne voit aucune autre alternative pour ce faire, alors elle monte. Le cinquantenaire choisit un endroit discret et à l'abri des regards pour garer sa voiture, près d'un bois. Tous les deux boivent beaucoup et prennent le temps de discuter avant de consommer la relation pour laquelle Mallory a déjà payé. Et tout à coup, une nuée d'oiseaux apeurés s'envole depuis la cime des arbres. 4 coups de feu viennent de retentir dans le silence morbide de ce petit coin reculé.
Richard Mallory, le dos criblé de balles, s'effondre face contre terre dans la fraîcheur du petit matin. Aileen vient d'abattre l'homme avec le pistolet qu'elle cachait dans la poche de son blouson. En panique, elle range l'arme, mais avant de recouvrir le corps tiède de Mallory d'un vieux tapis et de l'abandonner dans la forêt, elle n'oublie pas de lui faire les poches au cas où elle puisse y trouver quelques poignées de dollars. Aileen laisse le cadavre à la merci des animaux et s'enfuit à bord de la voiture de sa victime. Lorsqu'elle retrouve Tyria, cette dernière comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Des traînées rougeâtres parsèment les vêtements d'Aileen, et son visage est entièrement pâle. Et puis, à qui est cette voiture qu'elle vient de garer ? Aileen, au lieu de cacher la vérité à celle qu'elle aime en inventant un mensonge, avoue de but en blanc qu'elle vient de tuer un homme parce que celui-ci l'a agressée. Tyria est horrifiée par cette confession. Bon, ça reste un petit mensonge, parce que Richard Mallory ne l'a pas agressé du tout. À ce stade, deux choix s'offrent à Tyria. Aller voir la police et leur dire toute la vérité, car après tout, Aileen jure avoir agi en état de légitime défense. Mais elle peut aussi choisir de se taire à propos de ce meurtre et soutenir sa compagne dans sa folie criminelle, ce qu'elle décide de faire. Dans la confusion et la panique, les deux femmes ramassent alors quelques affaires qui leur appartiennent et se mettent à nettoyer méthodiquement la voiture de Mallory pour faire disparaître la moindre trace de sang ainsi que toutes les empreintes. Le véhicule est complètement vidé, puis abandonné avant qu'Aileen et Tyria ne prennent la fuite. À partir de maintenant, la route d'Aileen sera jonchée de cadavres. Sa rage et sa haine pour les hommes n'ont plus de limite, et elle laisse libre cours à la violence qui tombe au hasard sur de parfaits inconnus. Comme un chasseur qui attend son gibier, elle tend des pièges sur les routes qu'elle a passé sa vie à arpenter. La plupart du temps, c'est son activité de prostituée, qu'elle exerce toujours, qui lui permet d'assassiner ses victimes dans leur voiture. Comme pour Richard Mallory, Aileen leur tire dessus avec son revolver une fois qu'ils se sont isolés et les dépouille méticuleusement. D'autres fois, elle fait semblant de faire du stop sur le bas-côté pour qu'un bon samaritain la prenne en pitié, ce qui a été le cas de Peter Sims, un homme croyant qui pensait qu'il était de son devoir d'aider tous ceux qui en avaient besoin. Le corps de l'homme de 65 ans n'a jamais été retrouvé, mais c'est bien sa voiture qui va jouer un rôle absolument crucial dans la suite des événements qu'aura déclenché Aileen Wuornos. Sauf qu'au moment du meurtre de Richard Mallory, la police n'a presque aucun élément en main. Sa voiture, abandonnée par Aileen et Tyria, est retrouvée le lendemain du crime, mais son corps n'est découvert que 10 jours plus tard dans les bois en état de décomposition avancée. En fouillant la voiture, les policiers remarquent que des objets ont été volés. Un appareil photo, une boîte à outils. Mais le plus étrange est que le siège conducteur est avancé au maximum, alors que Richard Mallory mesurait 1m70. Impossible qu'il ait avancé lui-même le siège pour conduire. Ce constat signifie que c'est peut-être son assassin qui avait conduit la voiture, et que ce dernier est donc de plus petite taille. L'autopsie conclut que la mort est due à plusieurs balles tirées par une arme de petit calibre correspondant à un 22 mm, dont l'une a traversé le poumon gauche. Mais malheureusement, outre ces détails, les policiers n'ont rien à se mettre sous la dent et se voient obligés de classer l'affaire. 6 mois après la mort de Richard Mallory, une patrouille de police tombe sur un pick-up abandonné sur l'autoroute. Les portières sont ouvertes et le siège conducteur avancé au maximum. Les policiers pensent d'abord à un conducteur qui aurait temporairement laissé son véhicule pour un problème de pneus crevés. Mais comme l'exige la procédure, ils n'omettent pas de vérifier les renseignements liés à la plaque d'immatriculation et apprennent qu'elle appartient à un certain David Spears. Or cet homme est porté disparu. 15 jours plus tard, son cadavre est découvert, entièrement nu, dans un parc naturel du comté. Cette fois-ci, les indices s'amoncellent autour du corps. Les policiers ramassent notamment des préservatifs, des emballages de préservatifs et des canettes vides. Une autopsie est pratiquée sur le corps de David Spears. Celle-ci révèle que l'homme d'1m95 a été tué avec un 22 mm. Les morts s'enchaînent vite dans le centre de la Floride, très vite. À peine quelques jours plus tard, un nouveau cadavre est découvert. C'est encore un homme, abattu de 9 balles de petit calibre. Au départ, les inspecteurs de chaque comté travaillent de leur côté et ne communiquent pas entre eux à propos des meurtres sur lesquels ils enquêtent. Mais le 4 juillet 1990, juste après avoir assassiné Peter Sims, Aileen et Tyria commettent l'erreur qui va précipiter leur perte. Elles roulent à toute vitesse sur une route de campagne et dérapent dans un virage avec la voiture de Peter Sims, leur dernière victime.
La voiture fait un tonneau et s'encastre dans un arbre, et bien qu'elles soient toutes les deux saines et sauves, l'accident est grave. Aileen ressort de la carcasse écrasée avec le bras en sang. Alertée par le terrible fracas de l'accident, une habitante sort de sa maison et tombe nez à nez avec Aileen et Tyria, en train de s'extirper du véhicule. Elle remarque aussitôt qu'Aileen tient son bras et qu'un long filet rouge coule abondamment entre ses doigts. Inquiète, la femme demande si elles ont besoin d'aide, ce à quoi Aileen répondra qu'elles n'ont besoin de rien. Elle arrache la plaque d'immatriculation de la voiture et crie à Tyria qu'elle doit vite quitter les lieux. Sous les yeux de plusieurs témoins et sans un regard derrière elle, elles se mettent à courir à toutes jambes en direction de Daytona Beach. Troublée par ce comportement étrange, la femme témoin de l'accident alerte la police. Sur place, ceux-ci procèdent donc aux premières vérifications. Et surprise, la voiture appartient à un homme porté disparu depuis 1 mois. Les témoins de l'accident indiquent donc immédiatement aux policiers qu'ils ont vu 2 femmes sortir de la voiture après le choc. La propriétaire de la maison, se trouvant face à la route, les a même très bien vues. Et elle est prête à se livrer à l'exercice du portrait robot pour aider les inspecteurs à retrouver les suspects. Le dessinateur de la police scientifique entre en jeu. Il parvient à reproduire les visages d'une femme blonde ainsi que celle qui l'accompagnait. Lorsque le dessinateur montre son dessin final aux témoins, celle-ci confirme qu'il s'agit bien des femmes qu'elle a vues sortir de la voiture accidentée ce jour-là. Le compte à rebours est lancé pour Aileen Wuornos. Pour l'instant, le portrait robot n'est pas diffusé à grande échelle. Les policiers font le tour des stations-service et des petits commerces, car jusqu'ici, Peter Sims est seulement porté disparu. Le lien n'est pas encore établi entre cette disparition et les affaires de meurtre qui commencent à ébranler la Floride. Mais un assassinat supplémentaire va enfin permettre aux policiers de comprendre qu'ils ont peut-être affaire à un tueur en série, celui de Troy Burress. C'est un chauffeur routier de 50 ans qui songeait à quitter son travail pour une vie plus calme, dont on retrouve le corps sans vie dans la forêt nationale d'Ocala, toujours en Floride. Troy a été assassiné avec une arme de calibre 22, et les enquêteurs apprennent qu'il n'est pas le seul en Floride à avoir été tué avec de telles munitions. 2 autres hommes sont morts peu de temps avant lui, dans des circonstances similaires et avec le même type d'arme. Les enquêteurs des différents comtés commencent à travailler conjointement, car de nombreux détails de ces différents crimes se rejoignent. Les voitures sont abandonnées, les boîtes à gants fouillées, les victimes dépouillées et tuées avec le même calibre. Surtout, à chaque fois, le siège conducteur est avancé au maximum. Les enquêteurs savent qu'il y a de très fortes probabilités pour que ces différentes affaires soient liées, et ils craignent à présent d'avoir affaire à un tueur en série. Le 12 septembre 1990, 2 enfants qui se baladent à vélo dans une zone isolée tombent sur le cadavre d'un homme criblé de balles, caché derrière un petit muret. L'homme s'appelait Charles Humphries, il avait 56 ans et travaillait aux services sociaux pour la protection des enfants. La veille, il n'était pas allé au travail et avait immédiatement été porté disparu. Les policiers mènent l'enquête en retraçant ses derniers déplacements et ils apprennent qu'il s'est arrêté dans une supérette pour boire un soda. Les inspecteurs tentent le tout pour le tout et montrent le portrait robot d'Aileen et Tyria à la vendeuse, qui confirme avoir vu les 2 femmes entre 16h et 16h30. Cet horaire correspond à l'heure à laquelle Humphries est lui aussi passé dans la boutique. Au moment où les agents de police établissent un lien indéniable entre ce crime et leurs 2 suspects, une nouvelle victime fait son apparition. Walter Geno Antonio, 62 ans, qui porte le nombre total de meurtres à 7. L'affaire prend une toute autre dimension, qui pousse les policiers à la révéler sans tarder au public afin de mettre en garde la population, mais surtout récolter le plus d'informations possible. Le temps presse, 2 femmes soupçonnées d'être des tueuses en série circulent librement en Floride, sans qu'on sache quand se produira leur prochain crime. Mais une chose est certaine, il arrivera très vite. Les enquêteurs ont toutefois une stratégie pour stopper cette folie meurtrière. Écumer les boutiques de prêt-sur-gage, où ils sont sûrs que les 2 suspects ont revendu certains objets volés qu'ils ont listés. Dans l'une de ces boutiques, ils retrouvent effectivement un effet personnel ayant été volé à Richard Mallory, la première victime. À ce moment-là, la Floride vient juste de voter une loi qui oblige toute personne qui désire mettre un objet en gage à laisser son empreinte digitale sur le reçu. Les policiers ont donc l'empreinte de l'une des 2 femmes recherchées, mais le plus gros reste à faire. Trouver à qui elle appartient afin de mettre un nom sur les portraits robots. La police scientifique s'affaire à la tâche sans attendre et vérifie sa base de données. Sauf qu'aucune empreinte déjà enregistrée ne correspond à celle retrouvée sur le reçu.
Mais les enquêteurs refusent de s'avouer vaincus et prennent le pari de rechercher manuellement, un par un, les milliers de dossiers d'empreintes qui dorment dans la salle des archives. 3 enquêteurs se mettent au travail, en sachant très bien qu'ils risquent de passer plusieurs années rien qu'à comparer méticuleusement leurs empreintes avec toutes celles qui sont classées ici depuis des années. Pourtant, la chance leur sourit d'une façon incroyable, puisqu'au bout de 15 minutes seulement, l'une des enquêtrices chargées de l'affaire tombe sur une correspondance. Le dossier dont l'empreinte correspond parfaitement est au nom d'Eileen Wuornos, arrêtée dans le passé pour l'usage d'un calibre 22 et dont la taille correspond au positionnement des sièges conducteurs dans les voitures des victimes. Tandis que les policiers déploient des moyens phénoménaux pour retrouver Eileen, cette dernière voit son portrait robot à la télévision et entend son nom. Elle sait que sa cavale est sur le point de prendre fin, alors elle demande à Tyria de rentrer chez elle, ce que la jeune femme consent à faire. Pendant ce temps-là, les policiers se renseignent pour savoir quel genre de lieu Eileen fréquente. C'est ainsi qu'ils apprennent qu'elle a ses habitudes au Last Resort, un bar de motards. Les enquêteurs mettent en place une stratégie visant à approcher Eileen pour ensuite la faire sortir du bar et l'arrêter en prenant le moins de risques possible. C'est un policier en civil qui jouera le jeu. Équipé d'un micro, il se rend dans le fameux bar un soir où elle est censée s'y trouver. Et la reconnaît, de dos, seule, en train de boire une bière. Le policier engage la conversation, l'air de rien, mais prend soin d'étaler une liasse de billets sous les yeux d'Eileen au moment de payer. Dehors, d'autres agents restent en surveillance tout en écoutant la conversation qui se déroule entre Eileen et l'agent infiltré. Elle confie à l'enquêteur qu'elle est fauchée parce que sa petite amie vient de la quitter. Mais au bout de quelques heures à parler et à jouer au billard, elle demande à son nouveau compagnon d'infortune s'il veut ressortir avec elle un soir, tout en lui précisant de bien prendre tout son argent avec lui s'il veut vraiment s'amuser. Eileen ne cherche pas une épaule sur laquelle pleurer, elle cible sa prochaine victime. Le policier infiltré lui promet qu'il le fera, ce soir même si elle en a envie. Il lui indique qu'ils devraient se retrouver dans une poignée de minutes, le temps de prendre une douche. Lorsqu'ils sortent tous les deux du bar, les agents en planque à l'extérieur n'en attendent pas plus pour intervenir et foncent sur Eileen, qui n'a pas le temps de comprendre ce qu'il se passe, ni même de riposter. Elle est menottée et emmenée dans une voiture de police, mais se défend avec virulence d'être coupable des meurtres dont on l'accuse, et hurle pendant tout le trajet. Le problème est bien là justement. Tant qu'elle n'avoue pas, le procureur n'a pas les cartes en main pour l'inculper. Elle était en possession de certains objets des victimes, mais ce n'est pas suffisant pour la condamner pour meurtre. Par conséquent, le procureur ne prendra pas le risque de se lancer dans une bataille juridique incertaine. Tyria est aussi retrouvée, mais son comportement est loin d'être le même que celui de son ex-petite amie. Elle est terrifiée à l'idée d'être accusée des meurtres qu'Eileen a commis, et elle coopère complètement avec les policiers afin de s'en disculper, acceptant même de piéger son ancienne compagne. Les enquêteurs ne cherchent pas à la faire tomber d'ailleurs, la considérant comme un témoin plutôt qu'une complice. Ils lui demandent de l'aider à faire avouer Eileen, car c'est la seule façon pour eux de l'inculper pour les meurtres. Les policiers investissent donc la chambre de motel qu'occupe Tyria à Daytona Beach et placent sa ligne téléphonique sur écoute. Ils savent qu'Eileen a le droit d'appeler Tyria depuis la prison et qu'elle le fera sans aucun doute au vu de la relation qu'ont partagée les deux femmes. C'est précisément ce qu'il se produit. Au téléphone, Tyria essaye de pousser Eileen à avouer. Elle l'implore de l'aider en lui expliquant que les enquêteurs vont l'accuser pour les meurtres qu'elle n'a pas commis, qu'ils sont même allés interroger sa sœur et ses parents et que sa famille est paniquée. Elle supplie Eileen de ne pas la laisser finir en prison alors qu'elle est innocente. Cette dernière finit par craquer. Au téléphone, elle assure à Tyria qu'elle n'a pas à s'en faire et qu'elle va tout avouer pour que la police la laisse tranquille. Quelques heures plus tard, Eileen avoue avoir commis 6 meurtres. On en estime 7 du côté de la police, mais elle ne sera jamais inculpée en ce qui concerne Peter Sims, son corps n'ayant à ce jour toujours pas été retrouvé. Eileen avoue, mais non sans se défendre. Elle soutient que lors du meurtre de Richard Mallory, comme pour tous les autres, elle était toujours en état de légitime défense, et qu'elle n'a fait que se battre pour sa vie, alors qu'il tentait de la violer. Sauf qu'une prostituée devenue tueuse en série et qui assassine ses clients, c'est du jamais vu. Et le procès qui s'annonce pour la jeune femme de 35 ans, inculpée de 6 meurtres, va secouer l'État de Floride. La salle est pleine à craquer pour voir la première tueuse en série américaine. Les familles des victimes sont furieuses et révoltées. L'avocat d'Eileen décide logiquement de plaider la légitime défense en mettant notamment le doigt sur le fait que Richard Mallory, première victime, a bien fait l'objet de présomption d'agression sexuelle. Mais le juge réfute ces éléments.
Par son comportement explosif au tribunal et sa perte de sang-froid, Aileen est d'ailleurs loin d'aider son avocat qui bataille pour lui éviter la peine de mort. Le témoignage le plus attendu est évidemment celui de Tyria, qui raconte à la barre la façon dont Aileen lui a expliqué le meurtre de Richard Mallory. Son discours accable ostensiblement Aileen qui doit faire face, avec résignation, à la trahison de celle qu'elle aimait devant des centaines de personnes. Après moins de 2 heures de délibération, le jury reprend sa place dans la salle d'audience et déclare Aileen Wuornos coupable du meurtre au premier degré de Richard Mallory. Elle écope de la peine de mort pour ce crime, et la même sentence est prononcée pour les 5 autres meurtres. Aileen Wuornos, condamnée 6 fois à la peine capitale, est exécutée à l'âge de 46 ans par injection létale. Encore merci à Holzkern d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en description de celle-ci pour bénéficier de moins 50% sur votre deuxième article acheté dans la boutique. J'espère que vous avez apprécié que je vous raconte cette histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Merci de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye.